bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Et justement, à la une de ce vendredi 26 décembre, comptez-vous revendre vos cadeaux de Noël? Un geste tabou et mal perçu, mais qui se banalise, surtout sur Internet. Vous verrez qu'on rapporte de plus en plus aussi directement en magasin. Reportage à suivre tout près de chez vous. C'est officiel, la cuisine italienne vient d'entrer au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Une belle reconnaissance pour nos amis voisins, preuve que leur gastronomie reste incontournable dans le monde entier. Notre reporter est allé confirmer cette information chez les restaurateurs de la Principauté. ChatGPT fête ses 3 ans. Déjà en 2022, on ne se doutait pas que l'assistant intelligent deviendrait notre meilleur allié du quotidien. Aujourd'hui, plus de 800 millions de personnes l'utilisent dans le monde. Christophe Holnet, l'ancien président de Microsoft France, partenaire de ChatGPT, sera notre invité ce soir. Et puis c'est l'attraction qui ravit les passionnés de la glisse. La patinoire fait son retour sur le port Hercule cet hiver. L'occasion de voir revenir également toutes les disciplines de la glace. Ce sera le Focus Info de ce vendredi. Un chiffre pour débuter ce journal, près de 20 millions de Français ont déjà revendu un cadeau de Noël. Hier, 25 décembre, la plateforme Rakuten comptait déjà 390 000 nouvelles annonces. Si ce geste mal perçu est pourtant devenu décomplexé sur Internet, qu'en est-il en magasin? Les retours ou les échanges ont-ils été nombreux cette année? Élément de réponse avec Émilie Rousseau et Julien Logier qui ont arpenté les boutiques de la Principauté ce matin. Trop petit, trop grand, inadapté, trop kitsch. Après l'excitation de l'ouverture des cadeaux de Noël, se cache parfois la déception. Alors comment gérer les erreurs du Père Noël et sa faute de goût? En magasin, pas de souci, l'échange ou le retour est gratuit. J'ai eu une jolie veste de ski à Noël et je viens l'échanger. C'est assez rapide ici. Je viens changer de taille, tout simplement. C'était trop petit, c'est ça? Oui, un peu trop petit. J'ai grandi. Alors, généralement, c'est les changements de taille ou la couleur qui ne va pas. Et sinon, ils prennent autre chose à la place, ce qui peut permettre de leur faire plaisir en fait. Ce matin en magasin, il n'y avait pas forcément foule au service client. Il faut dire que rares sont ceux qui ont déjà été déçus par leurs cadeaux déposés au pied du sapin. Le Père Noël ayant respecté sa liste presque à la lettre. En soi, mes cadeaux de Noël, je les ai toujours appréciés. Bon, il y avait des fois, c'était les coffrets parfums. Le parfum, il ne sentait pas trop bon, mais bon, après, c'était bien. Et vous? Non, pareil, c'est vrai, en général, on a toujours gâté, on se connaît à peu près tous, donc à chaque fois qu'on se fait des cadeaux, on est plutôt contents. Non, jamais été déçu, donc je ne peux pas vous aider là-dessus. Après, oui, un cadeau, peut-être qu'on se sert moins, mais bon, on le garde quand même. Ils sont des cadeaux parfois peut-être un peu moins beaux, mais après on va les apprécier. Alors non, pas vraiment. Non, j'ai pas le souvenir. Toujours des bons. De toute façon, c'est l'attention qui compte. Cette tendance, Sylvie Bovini la constate depuis quelques années dans son magasin. Les retours sont peu nombreux, voire quasi inexistants. Il y a quelques années, c'était presque 10%. Maintenant, c'est 0,0, peut-être 1 ou 2, c'est insignifiant. Et j'associe retour et SAV, il n'y en a quasiment pas. Parce que les gens se préparent, savent à l'avance ce qu'ils veulent acheter, connaissent les produits, et du coup, c'est très, très rare. Et quant à la qualité des produits, elle est de plus en plus correcte, il y a de moins en moins de défectueux. Globalement, cette année, le Père Noël aura su susciter la satisfaction jusqu'à sa prochaine tournée l'an prochain. La cuisine italienne vient d'être inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Pas pour un seul plat, mais bien pour l'ensemble de sa gastronomie, déjà reconnue comme la meilleure au monde par le grand guide Taste Atlas. Une véritable reconnaissance pour nos amis voisins et les nombreux restaurateurs italiens en Principauté. Comment accueillent-ils cette distinction? Fabien Bonilla et Massimo Piantoni sont allés leur poser la question. On dit dans le journalisme qu'il n'y a pas de petits sujets, mais il faut quand même reconnaître que certains sont plus sympas que d'autres, comme celui sur l'UNESCO qui a désigné la cuisine italienne comme un élément culturel immatériel, ce qui veut dire qu'elle est considérée comme une tradition vivante, une cuisine qui se transmet de génération en génération. Cette reconnaissance couvre l'ensemble de la culture gastronomique italienne, allant de la cuisine du Nord à celle du Sud. C'est un gros honneur pour nous, on est très contents. Surtout que pour nous les Italiens, la bouffe, c'est, je pense, au deuxième place de notre catégorie de vie. Rappresenta anche un po' la semplicità del mangiare, nel senso ogni piatto della cucina italiana è composto da pochi ingredienti che rappresentano una terra ricca comunque di verdure, ricca di carne, ricca di pesce, insomma puoi spaziare dentro un mondo che ti ci diverti anche a
cucinare, che sia pizza o comunque che sia un piatto di pasta o che sia un secondo piatto, è qualcosa che ti entra dentro e non ti lascia più. Si vous deviez définir la nourriture italienne, qu'est-ce que vous diriez? Notre grand-mère, notre mère, la simplicité, l'odeur de la bolognaise le dimanche matin, c'est ça, ça nous, regardez, ça nous rapporte les vraies saveurs, ça nous rapporte des rappels des choses qu'on a vécues, que malheureusement on est en train de perdre avec la vitesse du monde aujourd'hui. Il faut savoir que la pizza napolitaine était déjà sur la liste de l'UNESCO, ainsi que le café expresso. En 2025, l'UNESCO a également mis à l'honneur des traditions culturelles du monde entier, comme Diwali, le festival des Lumières en Inde, le kaftan, ce vêtement féminin traditionnel marocain, ou encore par exemple le yodeling, une technique vocale traditionnelle helvétique. Autre sujet bien moins réjouissant au cœur de l'actualité, l'épidémie de grippe ne prend pas de vacances et gagne encore du terrain. La circulation de ce virus de l'hiver continue à s'intensifier dans les Alpes-Maritimes et à Monaco. C'est la raison pour laquelle le département des Affaires sociales et de la Santé souhaite rappeler à l'ensemble de la population l'importance de se faire vacciner. On vous explique pourquoi dans ce reportage d'Alban Gingembre, Fabien Bonilla, Camille Caloni et Jean-Alexandre Dordet. Le gouvernement rappelle que la vaccination contre la grippe saisonnière reste une solution majeure de prévention, y compris après le début de la circulation du virus. Elle contribue à diminuer le risque de formes graves, de complications et de transmission, notamment chez les personnes les plus vulnérables, telles que les personnes âgées, celles atteintes de maladies chroniques, en situation d'obésité ou les femmes enceintes. Le vaccin a un taux de protection satisfaisant. Soit il protège, soit il atténue les symptômes. Donc c'est très important pour les personnes fragiles de se faire vacciner parce que ça évite des hospitalisations, mais aussi des passages en réanimation, par exemple. Pour la vaccination, chaque année, il y a un message qui est envoyé à toutes les personnes sensibles, notamment les plus de 65 ans. Il faut savoir que la vaccination grippe est remboursée pour tout le monde à Monaco, en tout cas pour les assurés sociaux des caisses sociales monégasques. Le vaccin peut se faire en pharmacie directement ou alors par son médecin généraliste ou alors par un infirmier. À Monaco, pas de rupture de stock, les pharmacies fonctionnent à plein régime. Ça fait depuis le mois d'octobre que la campagne de vaccination a bien démarré et au mois de novembre s'est intensifié, décembre encore plus. Effectivement, on est sur une moyenne de 40-50 vaccinations par jour. Voilà. Donc, depuis le début, on a déjà fait, je pense, à peu près 1700-1800 vaccins minimum. Le vaccin, mais aussi les gestes barrières avec le lavage régulier des mains, l'aération fréquente des espaces clos, le port du masque en cas de symptômes, l'utilisation de mouchoirs à usage unique et enfin, éviter d'être en contact rapproché avec les personnes vulnérables lorsque l'on est malade. Cette période de fin d'année rime aussi avec générosité et solidarité. Les membres de l'association monégasque Les Amis du Liban se sont rendus à Beyrouth du 9 au 13 décembre où ils ont distribué 900 cadeaux aux enfants dans le besoin. Et d'autres aussi ont été gâtés. Pas moins de 1113 enfants défavorisés de Nice ont également reçu des cadeaux et donc beaucoup de réconfort. Encore un beau Noël qui rend fière la première contributrice de l'association, sa présidente Bourhan Alani. Écoutez-la au micro de Christinda Petit-Tomel sur cette opération Noël pour tous. Dès le départ, on a commencé à préparer cette action. J'avais l'impression qu'on était messagers cette année. C'était donner l'espoir à chaque enfant, chaque personne, elle est en face de nous. Je vois, il y a beaucoup de gens, ils sont en difficulté. On voit, il y a beaucoup plus de pauvreté. Je ne parle pas qu'au Liban, à travers le monde, à côté de nous, quand on va à Nice, à Beau Soleil, parce qu'on a des actions aussi dans la région. Donc on voit, il y a beaucoup de gens qui ont besoin un message, ils ont besoin d'un soutien plus que les cadeaux. Et cette année, je peux vous rassurer personnellement, j'étais là pour la préparation, j'étais à chaque distribution. C'est pour ça, pour moi, c'est une distribution différente de tout ce qu'on a fait auparavant. On a tapé chaque porte, on a été nous-mêmes, on a marqué le nom de l'enfant, après on a donné à l'enfant. Donc c'est énorme, on a donné beaucoup d'espoir et de soutien. On a montré qu'ils ne sont pas seuls. On a toujours dit, on a toujours parlé, la population libanaise, elle est très positive. Ils sont forts, ils sont fragiles aussi. Avec tout ce qui se passe, tous les jours, on attend qu'il va y avoir la guerre, il va y avoir la guerre. Donc, ils vivent le jour de jour. Et voir des personnes comme nous, qu'on vient de l'étranger pour venir leur tendre la main, ça leur donne un peu de courage et de l'espoir. Ils sont fatigués, ils sont sur le stress.
et vit. Ils attendent un meilleur jour, mais je pense que tout le monde il sait qu'au Liban en ce moment, la situation elle est très fragile politiquement, économiquement, et c'est très dur, très très dur. Cette petite pays ici, on est au niveau solidarité, on est un peu partout et c'est ça qui nous donne le courage à des associations comme la nôtre de continuer pour passer ces messages à travers le monde, pas qu'en France et à Monaco. Merci beaucoup et bonne fête. Joyeux le Noël, il est fini, mais je pourrais dire à tout le monde bonne fin d'année et j'espère en 2026 on va avoir une meilleure année pour le monde entier. ChatGPT fête ses 3 ans. L'entreprise américaine OpenAI l'avait lancé le 30 novembre 2022 précisément, avec des objectifs mais aussi beaucoup de doutes sur l'accueil que lui réserverait la population. Les débats qu'on connaît tous autour de l'intelligence artificielle, mais les doutes se sont très vite levés. Aujourd'hui, plus de 800 millions de personnes dans le monde utilisent l'assistant intelligent. C'est 10% de la population mondiale. Microsoft est le premier actionnaire de l'entreprise OpenAI. Pour parler de cette révolution de notre quotidien, l'ancien président de Microsoft France, Christophe Holnet, nous a accordé un entretien mené par Émilie Rousseau. Bonsoir Christophe Holnet. Bonsoir. ChatGPT est venu chambouler le monde de la tech. On a rarement vu un produit être adopté aussi rapidement. Hein. Absolument, je crois que on a vécu au cours de cette année une accélération phénoménale avec finalement le grand public qui s'est emparé de l'outil, puisqu'aujourd'hui on parle de 800 à 900 millions d'utilisateurs hebdomadaires. Donc c'est un phénomène incroyable par le fait que le grand public s'en est emparé et par son succès mondial et aussi transgénérationnel. C'est comme ça que l'on peut expliquer que l'IA se soit installée dans nos vies à une telle vitesse ? Oui, parce qu'en fait, la cristallisation qu'a permis l'intelligence artificielle existe depuis 70 ans. La seule chose, c'est que là, finalement, avec cet outil conversationnel, le diable est sorti de sa boîte et tout le monde a pu prendre conscience, finalement, de l'immensité du potentiel, à la fois avec un côté extrêmement séduisant, mais aussi des côtés un petit peu effrayants. Oui, vous l'avez dit, 800 millions de personnes utilisent l'intelligence artificielle chaque semaine. Personnellement ou professionnellement, est-ce qu'elle a modifié notre manière d'apprendre ? Alors, elle modifie déjà notre manière d'apprendre. Alors après, chacun utilise plus ou moins l'outil, mais je pense que les jeunes s'en sont très fortement emparés. Et nous-mêmes, je pense, dans la façon dont on recherche les informations, on voit très bien l'essor d'outils comme Perplexity ou ChatGPT utilisés finalement à la place de Google pour finalement nous donner un moteur de réponse plutôt qu'un moteur de recherche. Et qu'est-ce que cela traduit de nos usages ? Ça traduit le fait que finalement, avec cet appareil qui nous suit partout, le smartphone, il est devenu avec une connexion finalement, une capacité à synthétiser l'information du monde et une capacité à aller beaucoup plus vite dans des recherches et à effectuer cette compilation, capacité à synthétiser les données et les informations qui est assez unique. Alors c'est vrai quand on prépare finalement une épreuve, un oral, mais ça peut être aussi vrai quand on prépare une interview, mais ça peut être aussi vrai quand on a voilà des centaines de slides à ingérer. Finalement on peut demander à son copilote, à son assistant, ça devient véritablement, et ça devient ce qu'on appelle un agent, c'est-à-dire pas une personne justement, un outil qui nous accompagne et qui nous permet d'amplifier nos capacités. Et pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure, cela fascine comme cela peut effrayer également. Ben oui, parce qu'en fait, je suis frappé dans les conférences que je peux avoir sur le degré d'inquiétude que je sens et au travers de toutes les générations, finalement, la question qui revient le plus souvent dès que s'ouvrent les questions-réponses, c'est est-ce que l'IA va supprimer mon job ? Parce que on se rend compte cette rapidité, capacité à synthétiser les informations, etc. Donc finalement, c'est la façon dont on pourrait décrire un très grand nombre de jobs de col blanc. Ou de juniors qui démarrent et auxquels on donnait finalement un certain nombre de tâches parfois un peu rébarbatives, mais qui maintenant peuvent être totalement faites par l'IA et au travers desquelles ils pourront pas forcément avoir le même apprentissage que c'était le cas avant. Donc ça modifie non seulement l'employabilité au démarrage, mais ça modifie aussi la capacité d'évolution de la façon dont on apprend, comme on le disait précédemment. Donc on voit que
voilà, ça chamboule le monde du travail. Et donc, je crois que moi j'attends notamment des acteurs aujourd'hui un peu plus de vision sur à quel point ces outils-là ne vont pas simplement être un alibi pour alléger un certain nombre ou faire des plans sociaux, mais plutôt de dire comment ça va me permettre de transformer le travail, parce que c'est une opportunité absolument unique pour des pays comme le nôtre qui ont un choc démographique avec moins de jeunes qui vont arriver sur le marché du travail, une nécessité de faire travailler les gens plus longtemps et de se dire finalement en quoi les technologies vont permettre de faire cette transition de façon plus efficace, peut-être de générer plus de croissance économique sans croissance démographique. C'est une véritable opportunité pour des pays matures comme le nôtre. Vous l'avez dit, ces intelligences artificielles chamboulent, elles ne cessent d'évoluer. Jusqu'où peut aller l'intelligence artificielle générative ? C'est la grande question. Aujourd'hui, on parle d'intelligence générale où elle serait capable finalement de définir les problèmes elle-même et de les enchaîner. Je pense qu'on en est encore loin. Je pense que la prochaine étape, elle a commencé à se dessiner, c'est de passer de l'assistant, qu'aujourd'hui on comprend, à l'agent, c'est-à-dire une capacité un petit peu plus autonome d'effectuer des tâches et de se coordonner avec d'autres agents. Et donc en fait, la prochaine étape, c'est en quoi va-t-on permettre à l'humain et à l'IA de se combiner pour plus d'efficacité. Et on gardera un œil avisé. Merci beaucoup Christophe Holnet d'avoir été notre invité ce soir lors de cet entretien réalisé sans ChatGPT, on tient à le préciser. Merci beaucoup. Absolument, pas d'avatar. Merci beaucoup. Avis à tous les gourmets à présent, ce reportage est pour vous. Le restaurant Nobu Monte Carlo, situé au Fairmont, propose en cette fin d'année un omakase, un menu signature dans la pure tradition japonaise. Frédéric Hélion et Julien Logier l'ont testé pour vous. C'est un véritable voyage culinaire, une expérience unique au restaurant Nobu Monte Carlo. Pour cette fin d'année, l'établissement situé au Fairmont propose depuis mi-octobre un nouvel omakase qui rend hommage à une tradition bien ancrée dans la culture japonaise. L'omakase momijigari, du coup, c'est un menu en 6 courses qu'on propose. C'est sur une base automnale, c'est un omakase qui suit quand même les lignes guides de la cuisine Nobu, du coup un mélange entre une cuisine japonaise et péruvienne, mais quand même avec une touche automnale. D'ailleurs, le momijigari, au Japon, ça veut dire littéralement la chasse aux feuilles rouges. Les momiji, c'est les feuilles d'érable. Un omakase, c'est un concept culinaire japonais. La traduction littérale, je vous laisse faire. Le chef prépare donc des plats sur une base de produits frais, de saison, et le client ne sait pas à quoi s'attendre et lui fait confiance. On va avoir du coup, bien sûr, des sashimi, il va avoir de la viande wagyu, pour rester quand même sur le concept Nobu. Après, on va travailler de la lotte, on va travailler de la courge en pickles, des betteraves, du coup des produits de saison. On va, comme j'ai dit, du coup, mélanger les produits de la saison avec quand même une empreinte de la cuisine Nobu. Prix de ce nouvel omakase signature, 170 € par personne, hors boisson. Un menu en 6 temps à découvrir jusqu'au 4 janvier au Nobu Monte Carlo. Ça fait envie. Cet hiver, la patinoire a fait son grand retour sur le port Hercule en contrebas du village de Noël. Depuis le 5 décembre dernier, les amateurs, mais aussi les membres du Skating Club de Monaco peuvent renfiler les patins. Toutes les disciplines de la glace ont donc retrouvé leur terrain de jeu. Nous sommes allés les observer. C'est le Focus Info de ce journal. Il est signé Sarah Nkari, Hugo Comassa et Lionel Bernardi. Quand petits et grands rendent les patins à la tombée de la nuit, que les portes de la patinoire se ferment au grand public, c'est l'heure d'entrer en jeu pour eux. Les membres du Skating Club of Monaco, ici licenciés en hockey sur glace, se préparent pour leur entraînement. Ils se réunissent chaque lundi et n'oublient pas d'emporter avec eux leur sac de sport qui est, plutôt volumineux. Tout commence avec les patins, ce sont des lames, c'est de l'affûtage. Je ne sais pas si vous voyez, quand je mets mon doigt, il y a de l'ongle qui part, parce que c'est très affûté pour pouvoir déraper. Comme on prend des chocs, vous avez ce qu'on appelle un plastron. Les palets ils peuvent arriver dessus et on peut se faire plaquer, ça marche bien. Vous avez bien sûr les gants, ce sont des gros gants épais pour éviter de se prendre un palet dans la main, parce que sinon on se casse la main. Des casques anti-commotion cérébrale,
Moi qui en ai fait plusieurs, avec le sport, ça aide. Vous avez ça, c'est aussi impressionnant parce que vous avez bien sûr les jambières, pareil parce que les coups de crosse, elles arrivent là, les palets aussi. Et puis ce qui protège beaucoup aussi, ce sont les culottes. Comme ça, c'est une énorme culotte de protection. Il y a de la coque, du plastique, je ne sais même pas en quoi c'est fait, mais ça nous protège bien, quoi. Et donc avec ça, une fois qu'on est équipé, en principe, on peut se rentrer dedans tranquillement, sans trop de risques. Cet équipement, Ayrton l'enfile pour la toute première fois. Bon, vous savez comment ça se met, ça va ? J'essaye, je découvre tout le matériel, alors c'est pas facile, mais je devrais trouver. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette discipline ? Alors honnêtement, c'est ma fille qui a commencé, et du coup je suis venu la voir et ça m'a donné envie d'essayer. J'ai essayé, ça m'a plu, et du coup je me suis inscrit et j'ai rejoint l'équipe. Est-ce que vous appréhendez un petit peu là pour ce soir ? Un petit peu, ouais, parce que j'avoue que ça fait très longtemps que je suis pas monté sur des patins à glace. Tout le monde me dit que c'est très différent du roller, donc je sais pas à quoi m'attendre. Après quelques minutes de glisse, le verdict tombe. C'est très plaisant. Après, il faut que je me mette en place un peu plus, que je concentre sur le palais et tout ça. Mais ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Juste avant eux, les petits passionnés de patinage artistique ont investi la piste et révisé les fondamentaux en suivant attentivement les conseils de leur professeur, une ex-athlète de haut niveau. Les plus jeunes commencent par apprendre à marcher, puis à s'équilibrer, à se déplacer après petit à petit avec des glissades sur 2 pieds, puis sur un pied, et ensuite apprendre à faire des tout petits sauts, des pirouettes, et bien évidemment aussi les citrons. Alors ça, c'est des éléments plus techniques, en avant, en arrière. Donc le but, voilà, c'est déjà de se sentir à l'aise sur la glace, se familiariser avec la glace, et ensuite le niveau au-dessus, eh bien, c'est un peu plus technique. Voilà, c'est vraiment les éléments de patinage demandés pour les tests. Et la patinoire de Monaco fait naître chez certains des vocations. Emma, résidente monégasque, scolarisée à l'IUM, s'est lancée dans les compétitions récemment. Quand tu patines vraiment et t'es bien dans ton corps, il n'y a pas du tout des problèmes dans la vie, c'est super. Ça sent magnifique, j'aime bien. Troisième discipline du club, le curling. Les aficionados se donnent rendez-vous le mercredi à la patinoire ainsi que les mardis et jeudis pour le challenge inter-entreprise. Grande nouveauté cette année, une quinzaine d'équipes ont été formées. La SBM, la mairie ou encore le groupe Pastor y participent. Le but est que ces entreprises s'amusent le plus possible, qu'on puisse faire découvrir ce sport et cette activité à un maximum de personnes, qu'on puisse avoir de plus en plus d'adhérents bien évidemment et que les gens aient envie de venir et de revenir jouer au curling. L'objectif pour les participants, qui pour beaucoup testent ce sport aujourd'hui, est de placer la pierre le plus près possible du centre de la cible, appelée la maison. C'est un peu comme de la pétanque, sauf que chuter fait partie du programme. La gestion de l'équilibre, le poids de l'engin et même le balai où je me suis dit ça va le faire, non pas du tout, c'est une catastrophe. Mais tout, franchement tout est compliqué. Et vous pourriez envisager de faire partie du club par exemple ? Franchement ouais, pourquoi pas. C'était vraiment une belle découverte. Je peux dire que j'adore le curling. Alors la mission est accomplie, le Skating Club a, avec ce challenge, attiré de nouveaux adeptes. La finale de cette compétition est prévue le 28 février prochain. Le championnat de Monaco de patinage artistique aura lieu le même jour. Un spectacle glacé à ne manquer sous aucun prétexte. Et notez que la patinoire restera accessible jusqu'au 1er mars 2026. Ça vous laisse le temps d'apprendre les bases du patinage artistique. Un mot des prochains rendez-vous de Noël à l'agenda à suivre sur Monaco Info, avec d'abord le retour de l'émission Backstage en coulisses de Superbus, le groupe mythique des années 2000. Rendez-vous demain, samedi, à 21h. Puis dimanche à 10h30, la grand-messe à la cathédrale de Monaco. Et enfin, ne ratez pas dimanche à 21h, le grand spectacle Monaco sous les étoiles qui s'est tenu il y a quelques jours sous le chapiteau de Fontvieille. Voilà pour le programme de ce week-end sur Monaco Info. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, les prévisions météo présentées par Frédéric Hélion, suivi de l'après-JT consacré ce vendredi aux bûches de Noël des grandes maisons de la Principauté. Et à 21h, ne manquez pas le débat présenté par Fabien Bonilla en partenariat avec le diocèse de Monaco, avec un film documentaire sur Mère Teresa. Je vous laisse sur la suite de notre rétrospective des meilleures photos de l'année de Monaco Info. Ce soir, ce sont celles d'août 2025. Merci d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouve tout de suite pour l'après-JT.
Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à toutes et à tous, le dernier week-end de l'année 2025 sera radieux avec un grand soleil toute la journée samedi et des températures très agréables pour la saison, 9 degrés le matin et 16 l'après-midi. Samedi 27 décembre, vous pourrez souhaiter une bonne fête à tous les gens et un bon anniversaire à Timothée Chalamet si vous aimez le cinéma. Bonne soirée et bon week-end sur Monaco Info. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.